Ebola Chrono Plus avec Adiatou Ayassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. J21 sur A42, la Guinée est à mi-chemin du compte à rebours avant la déclaration de la fin de l'épidémie. Le sommaire à poliomyélite, le troisième passage est actuellement en cours en Guinée. L'invité du jour, Dr Blaise Batondoli, coordinateur à santé publique de l'OIM en Guinée, nous parlera du contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée guinéo-libériennes. Également dans cette émission, un reportage sur l'implication des populations de Guékédou dans la surveillance transfrontalière. Bonjour à tous, nous commençons par la lutte contre la polio. Sidibé Kondé, bonjour. Bonjour Adiatou. La campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit. Effectivement, le troisième passage de vaccination contre la poliomyélite est en cours en Guinée. Cette campagne nationale de vaccination concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Elle va durer 4 jours et plus de 2000 enfants sont ciblés. Le représentant de l'OMS, Mohamed Bellossine. Nous avions du virus de la poliomyélite en circulation dans la région de Siguiri et qu'il fallait réagir vite. Et donc, les deux premiers passages ont été faits de façon un peu urgente sur 4 régions. Et d'une manière générale, la riposte à l'épidémie implique au minimum 5 passages de vaccination. Donc, plus on touche d'enfants et mieux c'est. La campagne qui a commencé il y a 2 jours s'inscrit dans ce cadre-là. Il y aura une campagne en janvier, une 3e en février et un 4e en mars. Parallèlement à Diatou, à cette campagne, 2 cas suspects de poliomyélite sont signalés à Siguiri. Des prélèvements ont déjà été faits sur ces enfants. L'OMS attend les résultats. Le taux de malnutrition chronique reste encore très élevé en Guinée. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ce taux est estimé à 31%, affectant ainsi et principalement 2000 enfants. Pour inverser ce chiffre, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a récemment reçu de l'UNICEF et Terre des Hommes une enveloppe de 100 millions de francs guinéens pour lutter contre ce phénomène. Le docteur Abdoulaye Diallo est vice-président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il a été joint au téléphone selon dit par Mohamed Koma. Aujourd'hui, dans 90% des ménages, on ne constate pas de diversification alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés par cette question de malnutrition. Donc, il est important aujourd'hui que les ménages soient véritablement accompagnés pour que les populations puissent savoir comment combiner l'alimentation pour éviter la monotonie et donner à un enfant des aliments comme le haricot vert qui contient aussi des protéines peut beaucoup l'aider dans le cadre de sa croissance, une tasse de lait et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi la question interpelle aussi les autorités. On a prévu des actions de plaidoyer pour que vraiment cette question soit prise en compte. Selon les statistiques des autorités datant de 2013, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés au phénomène de malnutrition chronique. Mobiliser les ressources pour améliorer la santé des populations, c'est le challenge que se fixe le réseau des champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Guinée. Des membres de ce réseau étaient ce lundi devant un parterre de journalistes pour le lancement officiel de leur activité de plaidoyer. Selon cette ONG, 37% de la population guinéenne n'a pas les moyens de se prendre en charge en cas de maladie. Écoutons le professeur Norbert Traoré, membre du dit réseau. Il est au micro de Mohamed Koma. Même les départements ministériels participent très peu aux efforts de financement de la santé parce que très peu sont assurés. Tout est centré sur le seul ministère de la Santé. Voilà un terrain d'action que nous allons sérieusement exploiter. On peut dire à l'heure actuelle, sans se tromper, que la cause essentielle de la dégradation de nos services de santé est liée à la faiblesse de financement. Ce n'est pas
seulement l'État. Si je prends le volet santé bucco-dentaire, ces sociétés qui développent les sucreries ont des devoirs au vis-à-vis de la santé. Je prends le tabac et l'alcool, mais il faut les taxer. Ces mécanismes-là, notre État doit pouvoir les exploiter et mettre ça au compte de la santé. C'était le professeur Norbert Traoré, membre du réseau des champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Guinée. Merci Sidikbe pour toutes ces informations. Merci Adiatou. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. On vous le disait dans le sommaire, les communautés riveraines de Yadou dans Gekedou, une zone frontalière avec le Libéria, s'activent pour éviter un retour de la maladie d'Ebola dans la région. Elles ont décidé de renforcer les mesures entre la Guinée et le Libéria. Alexis Collier. Je suis à la frontière guinéo-libérienne dans la localité de Yadou. Les jeunes de Yadou viennent d'intercepter un véhicule funèbre. Didi Kamano est habitant de la localité. Nous, on a reçu des ordres. Des véhicules comme ça ne passent plus ici. Dans ce véhicule-là, il y a un cadavre dedans. On va dire au chauffeur, il va se retourner. C'est comme ça ici chaque jour. Ici, plus personne ne veut un retour de l'épidémie qui a coûté la vie à plusieurs milliers de Guinéens. Les communautés à la frontière guinéo-libérienne ont installé un dispositif pour surveiller les passages illégaux. Tamba André est le point focal de l'ONG Santé et Communauté à Gekedou. Avec cette rencontre, nous voulons les inciter à renforcer la vigilance en mettant des équipes de surveillance. Parce qu'ici à la frontière, il y a trop de passages. Notre priorité, c'est d'inviter les communautés à faire face à leurs problèmes de santé. Donc il faut que la communauté s'active pour que vraiment chacun prenne des dispositions. Parce que ces nouveaux cas signalés au Libéria pourraient non seulement revenir en Guinée si les dispositions ne seront pas prises. C'est pourquoi nous avons mis une équipe qui surveille tous les passages illégaux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un malade quitte le Libéria pour la Guinée. Le compte à rebours que les autorités guinéennes ont lancé, il faudrait que vraiment que ça soit respecté. Parce que plusieurs cadavres sont transportés de l'autre côté et même des malades. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour que les choses se mettent en ordre. La Guinée et le Libéria partagent une frontière longue de près de 900 km. Les communautés au long de cette frontière se retrouvent très souvent. Mais avec la réapparition du virus Ebola au Libéria, elles s'engagent à contrôler le mouvement des personnes. Augustin Bongono est le chef canton des communautés riveraines de Dandou. N'oublions pas que Ebola pourrait encore revenir. Soyons très prudents. Vous savez que nos villages ont assez de passages, donc il faudrait qu'on les surveille. Même si on collabore avec les Libériens, mais il faut beaucoup faire attention. Nous devrions être prudents. N'acceptons plus de laisser passer des cadavres ou des malades par nos petites routes, frères et sœurs. Les guérisseurs traditionnels ont été associés à cette décision de surveiller les frontières. François Milimono est le guérisseur traditionnel qui fait la convoitise des Libériens dans cette localité. Survivant d'Ebola, il dit suspendre désormais ses activités jusqu'à l'éradication totale de l'épidémie en Guinée et au Libéria voisin. Cette maladie a détruit toute ma famille et c'est pour ça que je suis un enfant orphelin. Donc je ne vais jamais accepter un corps étranger malade dans ma famille. Tant que d'abord la Guinée et le Libéria n'est pas déclaré zone hors Ebola, donc je ne peux plus accepter un patient dans ma famille. Cette mobilisation des communautés vient renforcer le système de contrôle que l'OIM mettra en place très prochainement. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Nous venons de suivre ce reportage d'Alexis Collier. Bon Mohamed, pourquoi est-il important d'organiser des rencontres entre la Guinée et le Libéria sur la prévention contre le virus Ebola? N'y a-t-il pas eu de synergie d'action entre les deux pays? Depuis le début de cette épidémie, à Diatou, entre la Guinée et le Libéria, plusieurs communications ont été faites pour sensibiliser ou unir les forces afin d'endiguer le virus Ebola. Mais il faut retenir que ces deux communautés sont très proches. À Lola, par exemple, les Libériens sont à moins de 10 km de Bosso. Ils viennent pour le marché hebdomadaire dans la préfecture de Lola. Quand on prend de l'autre côté la préfecture de Yomo, c'est un fleuve qui sépare la sous-préfecture de Dieké au premier village libérien. Donc, avec la résurgence du virus Ebola au Libéria, les autorités pensent qu'il est normal d'impliquer les deux communautés dans la surveillance.
Et justement, puisque nous sommes dans la surveillance, on constate également le relâchement dans l'interdiction du transport des corps. Il y a des citoyens qui contournent des passages sécurisés. Est-ce qu'il y a un manque de communication ou d'information? Je pense qu'il y a eu suffisamment de communication sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai assisté à une de ces rencontres transfrontalières à Lola où on a justement parlé de transport de corps. Mais malgré tout, à Diatou, cela constitue encore un problème. Pour plus de détails, écoutez Alexandre Robert, il est le coordinateur de projet à l'Organisation internationale pour les migrations en Guinée, OIM. Les gens contournent parce que c'est des communautés transfrontalières qui ont de la famille de chaque côté. Et contre ça, on ne peut pas interdire une pratique qui est traditionnelle comme ça et qui a des décennies ou des siècles d'existence. On ne peut pas limiter le transport des corps, on ne peut que travailler avec les communautés pour qu'elles notifient quand il y a un enterrement ou un transport de corps pour que cet enterrement soit sécurisé par les équipes en charge. Et c'est le travail actuel de la Croix-Rouge guinéenne. C'était donc Alexandre Robert, coordinateur de projet à l'Organisation internationale pour les migrations en Guinée. Merci bon Mohamed. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Stop Ebola, c'est chanté par Masta Soumi, artiste malien. Écoutez, on se retrouve juste après. Les deux systèmes. Ebola, oui Ebola, Ebola, Yangaro Furate. Ebola, oui Ebola, Ebola, Yangaro Furate. Ega di bana tofulika ke par Bluetooth Furate. Nomo sumu amone mene Ebola Furate. Ega di bana tofulika ke par Bluetooth Furate. Nomo sumu amone mene Ebola Furate. Ngami medugu la jama salam aleikum amo mewa. Tabale gushira bana idugu ma bana tohode. Ebola, Nebola, Bereki Koloshi, Ebola la. Jangaro jugu ya kamana kwa ala ye maison blanche d'Abaliba. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Depuis la sortie du dernier malade dans les centres de traitement Ebola, les populations transfrontalières ont baissé la vigilance et repris certains interdits comme le transfert des corps. Dans la lutte contre Ebola, l'Organisation internationale pour les migrations a renforcé les contrôles sanitaires au niveau de chaque point d'entrée de toute la frontière entre le Libéria et la Guinée. Pour en parler, Mohamed a rencontré le docteur Blaise Batondoli. Il est le coordinateur santé publique à l'OIM en Guinée. Avec la réactivation du virus, on a constaté qu'il y a eu de nouveaux cas qui ont été constatés au niveau de Libéria. Pendant que la Guinée était déjà dans la phase des comptes à rebours pour proclamer la Guinée aussi Ebola-free. C'est ainsi que, en collaboration avec la coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola, on a rapidement lancé l'idée de renforcer les contrôles sanitaires au niveau de chaque point d'entrée de toute la frontière entre le Libéria et la Guinée. Du côté de la Guinée forestière, on enregistre des cas de transport des corps. Est-ce que de nouvelles mesures ont été prises pour maîtriser cette situation? On a mis d'abord, dans un premier temps, les points de contrôle sanitaire qui sont réactivés et où les activités vont commencer. En Guinée forestière, l'OIM travaille avec la communauté, veiller mieux sur le mouvement des habitants ou des riverains. Si la population est sensibilisée, la population est mobilisée, la population est formée dans la surveillance au niveau communautaire, on peut déjà détecter tous les cas à partir de la communauté et les rapporter au niveau des structures de prise en charge. Nous constatons que dans certaines localités, les citoyens préfèrent, avec des corps, dévier complètement ces cordons sanitaires. Actuellement, il y a certains points d'entrée qui sont reconnus officiellement, mais cela n'exclut plus qu'on puisse avoir aussi certains points qui sont informels, certains points de passage qui ne sont pas contrôlés par les services de l'État. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudra travailler avec la communauté. Si la communauté elle-même parvient à prendre conscience et qu'elle est formée
et maîtrise bien la situation de toutes les maladies à potentiel épidémique, c'est que tous les points d'entrée informels seront contrôlés par la population elle-même. Il faudra que la population de chaque côté de la frontière puisse être au même niveau de formation et mener les activités ensemble afin que les informations circulent entre les deux communautés qui sont au niveau des frontières, et cela permettra de limiter la propagation de la maladie qui peut venir d'un côté vers l'autre. Est-ce que l'OIM compte mettre la barre très haut pour renforcer encore mieux ce flux migratoire des riverains? L'OIM est en train de travailler avec l'Institut national des statistiques pour faire une bonne cartographie de chaque point d'entrée au niveau de la frontière. Et à partir de cette cartographie qui est en train d'être faite, on pourra déterminer les zones les plus vulnérables. Mais aussi, ça nous aide aussi à identifier les structures sanitaires qui sont au niveau des frontières et avec leur vulnérabilité. Et cela permettra de voir qu'est-ce qu'on peut renforcer et au niveau de la communauté et au niveau des structures sanitaires qui sont appelées à prendre des éventuels cas qu'on peut trouver dans ces points-là. Ce travail de l'OIM en cette période d'Ebola encore durera combien de temps? Dès que tous les pays sont proclamés sortis de l'épidémie de l'Ebola, on pourra changer des systèmes de surveillance. Au niveau de la communauté, faire une surveillance à base communautaire, mais continuer aussi à accompagner et à appuyer le gouvernement dans la mise à place des règlements sanitaires internationaux. Ce qui peut permettre maintenant de faire un suivi de tous les passants qui sont en train de traverser les points d'entrée. Et c'est ça, cette activité qui pourra continuer d'une façon pérenne. C'est-à-dire au niveau de chaque point d'entrée officiel, qu'on puisse avoir quand même un service qui sera là juste pour le contrôle sanitaire. Et cela pourra permettre de voir s'il n'y a pas un cas qui va passer. Docteur Blaise, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est nous qui vous remercions de nous avoir contactés pour ça. C'était le docteur Blaise Batondoli, coordinateur santé publique de l'OIM en Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les réponses à vos questions avec Sidibé Kondé. Et oui, Adiatou, c'est parti avec les questions du jour. Quelle est la durée de vie du virus Ebola dans la nature? C'est une question posée par Kumbasa Oumar. Le docteur Jean-Vivien Mumboli, conseiller du coordonnateur national de la lutte contre Ebola, répond. Le virus Ebola ne résiste pas à la dessiccation. Donc si c'est sec, il est inactivé rapidement. Mais sur des surfaces légèrement humides, il est capable de survivre pour une période très prolongée. En fait, on ne sait pas exactement combien de temps. Donc, considérant que la Guinée est un pays très humide, on peut penser qu'il trouvera les conditions pour pouvoir survivre. Cependant, cela ne veut pas dire qu'automatiquement, on va être contaminé si la quantité de virus sur la surface concernée est faible. Donc, il ne faut pas non plus que les gens paniquent. Néanmoins, vous savez que ça se transmet par contact. Donc, si vous savez que quelqu'un a eu la maladie et était en contact d'un tissu ou d'une autre surface humide, il vaut mieux nettoyer d'abord à l'eau de javel. La seconde question a été envoyée par Kondé Mohamed de Dabola. Quelle est la mesure principale pour lutter contre ce virus hémorragique Ebola? Voici la réponse du professeur Mandi Kader Kondé. Il est chercheur sur le paludisme et les maladies prioritaires en Guinée. Moi, je pense que la première, c'est la volonté de tous les Guinéens à comprendre que nous faisons face à un péril, à un danger majeur et que nous devons tous nous unir pour lutter contre cette maladie. Et la seule façon de commencer, c'est que chacun respecte les mesures qui ont été édictées. Vous écoutiez à l'instant le professeur Mandi Kader Kondé, chercheur sur le paludisme et les maladies prioritaires en Guinée. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Envoyez-nous vos questions au 624 19 78 64 tout en précisant votre nom, prénom et la ville d'où vous nous écrivez. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiou Amata, technique Cabinet Sano, présentation Adiatou Yassal. Je rappelle que la Guinée est à J21, donc à mi-chemin du compte à rebours avant la déclaration de la fin de l'épidémie. Donc, vigilance. Merci de votre attention.